Ok, bienvenue dans ce quatrièmement. Donc, on nous dit, quatrièmement, soit n, vecteur de coordonnées 3, 3, 2. Donc, n, 3, 3, 2. Vérifiez que n est un vecteur normal au plan BDL. Donc, il nous suffit de montrer que c'est... bon, BDL sont clairement non alignés. Hein. BDL sont non alignés. Donc, ils forment un plan. Donc, ils forment un plan. OK. Et du coup, pour montrer que n est orthogonal à BDL, il nous suffit de montrer que n est orthogonal au vecteur BD et BL. Donc, allons-y. On a besoin de calculer les vecteurs BD et BL. Alors, je rappelle, hein, B a pour coordonnées 6, 0, 0. D a pour coordonnées 0, 6, 0. Et L, on avait calculé ses coordonnées, c'était 2, 0, 6. Alors, le vecteur BD a pour coordonnées celle de D moins celle de B, donc moins 6, 6, 0. Le vecteur BL, celle de L moins celle de B, moins 4, 0, 6. OK. Donc, on peut maintenant s'amuser à calculer le produit scalaire NBD. NBD, ça fait moins 6 fois 3, plus 6 fois 3, plus 0. Donc, moins 6 fois 3, plus 6 fois 3. Hein, moins 6 fois 3, plus 6 fois 3, ça fait 0. Je peux faire la même chose pour NBL. NBL, ça me fait 3 fois moins 4, moins 12, plus 6 fois 2, 12, et ça me fait 0. Donc, N est orthogonal à BD, et N orthogonal à BL. Donc ça implique que N est orthogonal au plan BDL. Donc on a bien donc N normal à BDL. OK. Sur ce, une fois qu'on sait que c'est normal à BDL, j'imagine bien qu'on va nous demander, effectivement l'équation du plan BDL, et on nous donne même le résultat. Hein, donc, oui, allons-y. Par théorème, BDL va avoir une équation de la forme. On a le vecteur normal qui est là, 3, 3, 2. Donc ça va être 3x plus 3y plus 2z plus d est égal à 0 avec d un nombre réel. Mais on sait par exemple que B appartient à BDL. Donc, et B de coordonnées 6, 0, 0 appartient à BDL. Donc, on en déduit que 3 fois 6 plus 0 plus 0 plus d, ça vaut 0. Donc, d est égal à moins 18. Alors, on en déduit que BDL a une équation de la forme 3x plus 3y plus 2z moins 18 est égal à 0, qui était ce qu'on nous demandait. Très bien. Petit c. On admet que la droite H a une représentation paramétrique, blablabla. Donc ils sont sympas, ils nous la donnent. Hein. Au passage, le paramètre E, il l'appelle S pour cette droite-là. Donc ils nous disent x est égal à 0, y est égal à S, et z est égal à 6. Bon, on aurait pu le deviner tout seul, hein, S étant un réel. Parce que quand on voit la tête de EH, hein, EH elle est là-haut. Donc vous voyez que son altitude c'est toujours 6, son ordonnée, son abscisse ben, c'est toujours 0, puisqu'elle est dans le plan là vertical, et il n'y a que son ordonnée hein, qui bouge, qui vaut donc le paramètre 6. Calculer les coordonnées du point M. Donc M, c'est censé être... M, c'est censé être le point d'intersection de EH, dont on nous donne, et de SD. OK. Bon, et SD, on n'a rien calculé sur SD? Non, il va falloir le faire tout seul.
Ouais. Bon, on peut faire l'intersection avec SD ou LM. Ah. Ou on peut faire l'intersection avec la droite LM. Ok. On va faire l'intersection avec la droite LM. On peut dire que EH et LM se coupent. Ou même le point M. Ouais. C'est ce qu'on va dire. Ouais. On n'a pas l'équation de la droite LM, mais on peut la trouver assez facilement. Hein. On cherche l'équation de LM. Alors, on en est au petit c, petit c. Ok. On cherche les équations de LM. Équation paramétrique de LM. Alors, vous voyez, LM, elle est parallèle à BD. Ok? Donc, BD, je peux dire que c'est un vecteur directeur de LM. Et BD, si on regarde bien ses coordonnées, c'est celle de D moins celle de B. Donc, BD, c'était là. Ok? Donc, c'était moins 6, 6, 0. Je veux même dire que donc U', hein, U je l'ai déjà pris, donc U', moins 1, 1, 0, c'est vecteur directeur de LM. Ok. Et L, dont j'ai les coordonnées, hein, et L 2, 0, 6, c'est un point de LM. Ok. Donc j'en déduis les équations paramétriques de LM. Équation paramétrique de LM. Alors, LM a pour équation paramétrique, donc, regardons bien, hein, j'ai un point, un vecteur directeur, donc x, y, z égale, je vais prendre un paramètre, je vais l'appeler lambda cette fois-ci, donc je peux dire moins lambda, lambda, 0, et le point, plus 2, plus 0, plus 6, z égale 6, et lambda étant un réel. Ok. Donc au passage, on voit que pour LM, z égale 6. Hein. Effectivement, on le savait déjà, hein, c'est dans le plan là-haut, donc effectivement pour LM, z égale 6. Et maintenant, je peux dire que M est le point d'intersection de LM et de EH. M appartient à l'intersection, donc je peux dire, tiens, M de coordonnées x, y, z appartient à l'intersection de LM et de EH. Ça veut dire que le x ici de LM est égal au x ici, le y ici au y ici, et le z ici au z ici. Hein, c'est-à-dire... moins lambda plus 2, il faut que ça fasse 0. Le lambda doit être égal au S, et le 6 égale 6. Bon, mais 6 égale 6, on savait déjà. Donc en particulier, je vois que lambda doit être égal à 2. Ok, lambda est égal à 2 et S, du coup, sera aussi égal à 2. Mais du coup, tout ça, je le reporte. Si lambda égale 2, je reporte ça là-dedans et je vais obtenir les coordonnées de mon point M. Alors, M a pour coordonnées, donc je reporte 2 et ça fait X qui vaut 0, Y qui vaut 2 et Z qui vaut 6. Voilà, on a fait ça par le calcul. On aurait pu le deviner par symétrie, hein, puisque lui c'était déjà 2. On aurait pu utiliser des histoires de Thalès, des mille trucs différents. Je le trouve un peu tordu cet exercice d'ailleurs, à ce propos. Continuons. Donc on est content, on a notre point M. Et on nous dit, cinquièmement, une histoire de volume. On en avait parlé la dernière fois, des volumes. Donc c'est très très bien. Cinquièmement, calculer le volume du tétraèdre Selm. On nous rappelle, tiens, 1/3 de base fois hauteur. Ok, donc le volume du tétraèdre Selm. Le voilà. Alors il est où ce tétraèdre Selm? S-E-L-M. Bien.
Bon, un tiers de base fois hauteur divisé par 2. Bon, ben la hauteur, allons-y. C'était le cinquièmement. Ok, la hauteur CSE, on va bien expliquer pourquoi la hauteur CSE, tout simplement parce que c'est orthogonal, hein, SA, SE est la hauteur, SE est la hauteur issue de S de Selm issue de S, tout simplement car SE la droite SE, c'est aussi égal à la droite SA, et SA est orthogonale à la face du cube, hein, à la face EFG. Face du cube. Ok, donc on a bien SE qui est perpendiculaire à ELM. Ok, donc on a bien une hauteur. Donc SE c'est bien une hauteur. Bien, et du coup on en déduit que le volume, donc le volume de Selm, ça va être égal à la base, donc l'aire de ELM, multiplié par la hauteur SE. Ok, on va continuer ici. Donc, l'aire multiplié par la hauteur SE, l'aire, le triangle ELM, si on vu du triangle ELM, si on s'amuse à le dessiner, hein, vu de dessus, ben, il a un petit peu cette tête-là. Hein, on est d'accord? Là, je regarde ma face du cube du dessus. Hein, donc j'ai E, L, M, puis là j'ai F, et puis là j'ai H. Bon, ben on voit clairement, hein, d'après les données de l'énoncé, je pense que c'est bien de faire un petit dessin, comme ça clarifie bien, mais EM, hein, d'après les coordonnées qu'on a vues, etc., ben, cette longueur-là, on sait qu'elle vaut 2, et cette longueur-là, on sait qu'elle vaut 2. Ok, donc ELM est rectangle isocèle, et on peut calculer son R, hein, R de ELM, ben, ça va être 2 fois 2 divisé par 2, ça va être 2 unités d'air. Et SE, on sait que ça sera égal à SA moins EA, qui nous donne un magnifique 9 moins 6, et ça fait 3. Alors le volume, ça va être l'air de 1 tiers, hein, on a dit. Hop, petite erreur. 1 tiers de l'air de la base de 2, multiplié par la hauteur 3. Donc ça me fait 2 unités de volume. Voilà pour ce qui est du volume. Ok, question suivante. L'artiste souhaite que la mesure de l'angle SLE soit comprise entre 55 et 60 degrés. Cette contrainte est-elle respectée? La mesure de l'angle SLE, qu'est-ce que c'est cette histoire? SLE, l'angle ici, SLE. Bon, eh ben, c'est un grand classique, hein, on a déjà vu ce genre de truc-là. Alors allons-y. On a besoin, si on veut la mesure de l'angle SLE, ben on a besoin de faire le produit scalaire entre les vecteurs LE et LS. On va faire ça tranquillement, sauf que je n'ai plus de papier. Je reviens dans 30 secondes. Ah non, je reviens dans 30 secondes. Ouais. Ok, me revoilà. Donc, effectivement, si on calcule LSE, hein, magie du direct, on calcule le produit scalaire LS par LE, ben, on s'aperçoit tout simplement que ça nous fait moins 4. Mais d'autre part, on sait que
le produit scalaire LS, LE, c'est aussi égal à la longueur LS fois la longueur LE multiplié par le cosinus de l'angle SLE. On est d'accord? C'est ce qui nous intéressait, SLE. Donc, la longueur LS, on sait d'après ça que c'est la racine de 4 plus 9, ça va être racine de 13, et LE, on sait aussi que ça me fait 2. Donc, on en déduit que le cosinus de SLE, c'est égal au produit scalaire LS-LE divisé par le produit des longueurs LS-LE. Donc, le cosinus de SLE me donne donc moins 4 sur le produit des longueurs 2 racine de 13. Et là, on prend sa petite calculatrice, là, et on fait un petit arc cosinus, shift cosinus, non, il faut que je m'en aille de là, hop, je vais dans calcul, et donc je vais dans shift cosinus, et j'écris mon truc de moins 4 divisé par 2 racine de 13, divisé par 2 racine de 13, hop, 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 et il n'est pas d'accord, ah oui, d'accord, je suis un peu handicapé avec ces objets-là, racine de 13, voilà, et là, 123,6, je ne sais pas. Ok, on dirait bien que c'est n'importe quoi, il doit y avoir une erreur là-dessus. Ce moins 4 là, il m'a l'air un peu bizarre. LSLE. LSLE, ça vaut, si je fais le produit, là, c'est pas moins 4, c'est plus 4. Donc là, je mets un magnifique plus 4. Donc je reprends mon truc. Voyons voir. Je remonte. Et je mets un plus 4 là. Hop. 56,3 degrés. Donc, SLE est à peu près égal à 56,3 degrés. Et est-ce que ça nous fait une sculpture conforme? Oui. La contrainte est donc respectée. La contrainte est donc respectée. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette petite correction. Portez-vous bien, on se retrouve un de ces quatre. Allez, au revoir.